Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Voilà, donc je le disais, chers auditeurs, on reprend. Nous retrouvons donc Stanislas Rigaud, notre partenaire du jour. Bonjour Stanislas. Bonjour les idotes, bonjour à tous. Et pour commencer, donc, vous nous livrez votre édito du jour. Ouais, c'est surtout... bonjour. Bonjour Stanislas. Ça va bien? Ça va. Non, c'est surtout ce qui m'a frappé la semaine dernière, c'est la réaction d'Emmanuel Macron sur l'international réactionnaire dont il a parlé, désignant évidemment Donald Trump et les chefs d'État étrangers élus sur l'étiquette conservatrice. Et ce qui me fascine dans cette nouvelle donne, de ce nouveau qualificatif employé par Emmanuel Macron, c'est cette espèce de mépris permanent pour les électeurs de ce camp-là. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, et c'est ce qui a fait un peu mon électrochoc, de débattre avec Mélanie Vogel, donc, qui est une sénatrice des écologistes, donc, qui est particulièrement peu sympathique, pour ne pas employer d'autres choses, et qui, pendant près de 20 minutes, m'expliquait avec beaucoup de détermination à quel point ces gens-là étaient en effet une menace pour la démocratie, tout en leur reprochant évidemment de ne pas suivre les règles allant dans son sens, à savoir le respect de la planète, le respect des droits de l'homme, etc., etc. De l'autre côté, on remarque qu'il y a une fascination à droite pour les États-Unis, une forme de passion trumpiste du moment où l'on lui tresse des lauriers, en tout cas chez certains militants, sans recul. Et puis il y a ceux qui, à l'inverse, sont anti-américains de façon un peu primaire, à savoir aujourd'hui en leur crachant dessus, en expliquant qu'on les déteste parce que les États-Unis c'est mal le dos. Alors qu'en réalité, une position peut-être plus équilibrée, je crois, que celle de Sarah Knafo et Éric Zemmour, ainsi que d'autres porte-parole de la cause nationale, est un peu plus équilibrée, à savoir que l'on peut évidemment se rendre aux États-Unis, considérer que ce sont des partenaires, puisque ça reste la première puissance mondiale, sans devenir leurs vassaux, sans devenir leurs soumis au niveau européen, mais en réalité en restant évidemment attachés à l'international, en restant évidemment favorables à nos intérêts, et en comprenant bien que notamment Trump, mais comme il le faisait auparavant, l'administration américaine aura évidemment à cœur de privilégier les intérêts américains. Et ce qui me fascine, c'est cette impossibilité intellectuelle pour certains de comprendre que l'on peut défendre les nôtres tout en comprenant pourquoi Trump est une bonne nouvelle pour les Américains. C'est-à-dire comprendre que les autres ont le droit de choisir ce qui les arrange et que c'est à nous justement de ne pas tomber dans cette béatitude, mais en réalité de défendre nos intérêts le plus fermement possible, sans tomber dans aucune complaisance avec un État étranger, mais en restant le plus national possible. Voilà. Surtout c'est Mélanie Vogel qui m'a interpellé en fait et qui m'a encore traumatisé parce qu'elle a quitté Twitter, donc je vois plus ses tweets et j'aurais bien aimé qu'elle m'attaque un peu par la suite, mais puisqu'elle a plus Twitter, je ne vois pas ce qu'elle a dit. Et vous lui avez dit bon débarras, je crois. Oui, mais c'est vrai que je ne comprends pas aussi pourquoi il quitte Twitter en masse, alors qu'en réalité Twitter, moi je vois toujours beaucoup de choses de gauche. Enfin, j'ai peut-être un algorithme qui est équilibré. C'est un élan. Non, mais c'est un fait. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, j'apporte un correctif. Je vous ai parlé d'un petit classement des politiques les plus suivis. C'est les députés. C'est pas les politiques en règle générale. Donc, c'est les députés, évidemment. Bref, parenthèse fermée. Qui est le premier? C'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen, voilà. Marine Le Pen, 2 millions, non 3 millions. François Hollande, 2,2 millions. Et loin derrière, Gérald Darmanin à 490 000 de tête. Ah, c'est énorme. Vous faites partie des followers de François Hollande. Je pense, oui. Oui, non, mais il a eu une grosse influence. Hein, mais c'est un ancien président. C'est pour ça. Oui, ça joue beaucoup. Mais c'est vrai que globalement, dans ces chiffres que j'avais consultés, c'est vrai que le mouvement n'est pas tellement suivi, notamment la France Insoumise, qui ils restent à peu près tous sur le réseau parce qu'ils ont une immense communauté et ils ont un intérêt. C'est un outil de communication, Twitter, et les députés en ont besoin. C'est presque vital pour eux pour maintenir leur campagne. Et c'est un sacrifice, entre guillemets, pour eux de quitter ce réseau parce que voilà, les concurrents ne sont pas aussi suivis, c'est clair. Et puis surtout, c'est du travail, c'est-à-dire que c'est une audience qui est bâtie sur des années de combat politique. Ils ont été d'une efficacité redoutable, notamment, tu l'as dit, mais les militants LFI, les députés LFI, c'est des années de travail pour arriver à faire des centaines de milliers non pas d'adhérents, mais en tout cas de followers. Et puis surtout, moi, ce que je trouve très bête de la part des écolos, etc., c'est que, et c'est là où LFI ne fait pas la même erreur non plus, c'est qu'ils boycottent des endroits où ils peuvent parler à des Français. Twitter, ça reste, je crois que c'est le deuxième réseau français
j'imagine, après Facebook. Peut-être après Instagram maintenant. Oui, voilà, Mais- Instagram a quand même pris Mais et TikTok, surtout. Si on suit leur logique, ils vont finir par cheater Instagram, Facebook, Oui, puisque c'est Zuckerberg. Zuckerberg Ah oui. est maintenant devenu un affreux réactionnaire. Mm. S'ils sont logiques, pourquoi sont-ils sur TikTok qui est une machine chinoise à abrutir les Français? Bon, ils vont finir par être dans l'Humanité, Libération et Street Press, tu vois, ce qui va faire une audience assez limitée. Alors certes, en termes de subventions, il y a plus de subventions que de followers. Alors, en termes d'audience, c'est dans l'audience C'est de joli, l'Humanité. Vous faites de l'ASMR là ce Non, matin. mais c'est vrai qu'il y a un sujet dessus. Il faut Franck. rappeler que l'avantage de Twitter, enfin X maintenant, c'est que tout le monde est dessus. C'est-à-dire que sur Twitter, vous trouvez absolument qui vous voulez, que ce soit des sportifs, des stars de cinéma, des comédiens, des politiques, des journalistes, tout le monde est là. Donc ça, c'est intéressant. Et puis la seconde chose, c'est que suivre quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'on partage ses opinions. Enfin, Bien on sûr. suit tous des gens pour savoir ce qu'ils disent, et notamment dans le milieu du journaliste. Si vous suivez que les gens, par exemple, qui partageraient vos opinions politiques, vous allez avoir un spectre assez rétréci, quoi. Bah, bien sûr. Ah, et puis c'est important aussi de s'informer de ce qui se Et il faut connaître ses ennemis. dit, exactement. Voilà. Ah oui, oui, je non, vous mais suis c'est- d'ailleurs sur Twitter, Liselotte. Et puis, non, mais moi oui. aussi, Franck. Oui, nous nous méfiez-vous. suivons. Je me méfie. Mais non, mais je suis sûr, dans les conférences de rédaction actuellement, notamment dans les grands médias, c'est un sujet vraiment d'un sujet de discussion. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? Mais oui. Libération, Le Monde, Oui, ils sont on- partis. Ouais. Voilà, là encore, c'est un sacrifice pour eux, hein, parce qu'évidemment, eux, ils vivent des journaux qu'ils vendent, et forcément, j'imagine que c'est la même question pour BFM, etc. Donc, pour l'instant, voilà, c'est pas encore très suivi. Mais ça pourrait vraiment avoir des conséquences. Je ne sais pas si c'est généralisé dans toute l'Europe, honnêtement. Je ne sais pas si c'est un mouvement qui est serait vraiment intéressant à franco-français. Mais en tout cas, voilà, ça peut avoir un impact si vraiment tous les médias quittent X. Oui, mais alors deux choses en plus qui est intéressant, c'est qu'on a vu, et c'est F de Souche qui nous en a parlé, c'est évidemment le sujet autour de Soros, qui beaucoup de personnes lançant ce mouvement Je quitte X sont en réalité en lien avec George Soros, et on voit un espèce de match à distance entre Elon Musk et Soros qui est très intéressant à Et suivre. on peut les nommer, hein. Nathalie Ouais, Loiseau, Nathalie Loiseau, bien sûr, oui, pardon, bien sûr. Glucksmann, Aurore Laluc, Qui ont et des puis liens voilà, un peu j'en plus, oublie. Voilà, non, mais la c'est femme du patron de l'Arcom aussi, dont j'ai oublié le nom. exactement, oui, est j'ai oublié aussi le nom, mais qui veut repeupler les villages de nos gentils migrants. Ouais, exactement. Exactement. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils ne cheatent pas tous Twitter. C'est-à-dire que certains rendent leur compte inactif sans le quitter. Je crois que c'est le cas de quelques journaux qui annoncent quitter la plateforme sans la quitter. C'est les fumeurs qui arrêtent de fumer mais qui ne jettent pas leur dernier paquet. Franck? Et puis, Twitter X est devenu incontournable aujourd'hui dans toutes les émissions politiques de télévision. Ah vous oui. avez des citations de tweets. Vous avez le président Macron, quand il fait une déclaration, c'est sur X, et c'est repris dans tous les médias. Donc, il y a un endroit où vous pouvez accéder à ça. S'il faut se dire, ah oui, alors lui, il est de gauche, il va être sur Blue Sky, lui, il est de droite, il est plutôt sur X. Enfin bon, Bah, en parlant de Blue Sky, ils ont tenté de trouver des alternatives. On voit quand même que ça leur tient à cœur de maintenir ce lien avec les Français, mais ça met quand même en exergue un autre problème, c'est que nous, à échelle européenne, on a été incapables d'investir ce Oui. terrain-là. Aujourd'hui, on dépend des Américains et des Chinois. C'est Et quand aujourd'hui, même, comme on le disait hier dans Ligne Droite, c'est le CNRS qui est payé par l'agent du contribuable pour fabriquer une passerelle pour aller migrer les comptes X sur Blue Sky ou Mastodon. Enfin, c'est incroyable. Donc si notre argent allait plutôt Oui. aux ingénieurs qui nous permettraient de développer de Ouais. nouvelles plateformes, de nouveaux outils informatiques pour qu'on puisse peser demain sur ce terrain-là, y compris économiquement, ça pourrait être intéressant. Mais Stanislas... Juste avant, les copies ne marchent jamais. On voit bien, il y a des gens qui nous disent oui, YouTube, il faut aller sur Odyssey. Très bien, on a essayé, il n'y a personne sur ces personne, choses-là. ouais. Donc Oui, c'est la copie de Twitter ne marchera pas. C'est factuel. Hein. Ouais. Et pour nos vos- meilleures oui. nos meilleures émissions sont quand même à retrouver sur Odyssey. Oui, bien chers sûr, auditeurs, j'en disons, profite. Oui, voilà. Et les scores d'audience sont incomparables. Ah oui. C'est le mot, c'est incomparable. Et pour vous illustrer ça, Sandrine Rousseau, qui est un des comptes les plus actifs, qui était sur Twitter, 185 000 abonnés sur Twitter, et sur Blue Sky, 27 500. Donc c'est beaucoup déjà. Voilà, et encore c'est beaucoup, oui, c'est vrai. Donc J'ai non, personne mais sur Blue Sky, moi. c'est pour dire que vraiment l'influence n'est pas la même. Elle est suivie par Rire et Chanson, c'est pour ça ça lui fait du monde. Non, et Sandrine puis, Rousseau. et puis non, mais pour faire fonctionner un réseau avec des millions et des millions de personnes qui se connectent chaque jour, il faut du matériel. Enfin voilà, Franck le sait mieux que personne. C'est très technique, c'est extrêmement cher. Donc si tout le monde suit le mouvement, pas sûr que Blue Sky puisse assurer derrière. Oui, effectivement. Stanislas, sur ce manque de développement de la France et de l'Union européenne dans le terrain du numérique,
Est-ce que vous avez des solutions pour ça? Aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt le retard qu'on a en France. Hein. On est complètement dépendant de puissances étrangères. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant? Et est-ce qu'il est encore temps de se saisir de ce sujet? Ça l'est, alors est-ce qu'il en a encore temps? On vient d'en parler, c'est très intéressant. Lancer un nouveau réseau, ce serait un travail considérable et ça mettrait plusieurs années ou au moins plusieurs mois avant de fidéliser les Français, les Européens à ce nouveau réseau. Après, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, c'est comme sur le sujet, c'est pas compliqué, c'est très long mais en tout cas en termes de solutions, ça passe évidemment par déjà garder nos cerveaux et nos génies sur le sol français et plus globalement sur le sol européen. On a des génies en France, on a des écoles d'ingénieurs qui sont de très grands talents, qui nous permettent d'avoir des vraies pépites. On a à chaque fois, tous les ans, on voit dans les grandes startups américaines, dans les grandes boîtes chinoises, des talents français qui s'exportent et qui ne reviennent pas. Parce qu'ils ont plus de moyens là-bas, parce qu'ils ont la possibilité de travailler avec les meilleurs du monde, parce qu'ils sont aussi beaucoup moins imposés, c'est-à-dire qu'ils ont des salaires qui sont bien meilleurs, en plus d'avoir évidemment des capacités de recherche qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe en France. Et moi, pour avoir évidemment, mais comme vous, j'imagine, beaucoup d'amis sortant de ces grandes écoles d'ingénieurs, globalement, ils partent tous à un moment donné à l'étranger. Les meilleurs, en tout cas. Ils sont dépêchés. Je vous prends des exemples très concrets. En Inde, Dassault va travailler là-bas. Et évidemment, en Inde, c'est des moyens qui sont décuplés par rapport à d'autres boîtes françaises. Donc oui, ça passe par évidemment la formation de nos talents, les garder, évidemment les soutenir du mieux possible. Et ça pourrait permettre d'essayer au moins d'équilibrer un peu la chose. Mais en tout cas, ce qui est certain sur le cas des réseaux sociaux, c'est qu'il faut réguler tout ça. Enfin, à titre très personnel, je suis très heureux qu'il y ait une liberté d'expression énorme sur Twitter, mais je considère que TikTok est un mal absolu pour le pays, que les réseaux sociaux, en règle générale, sont un mal absolu. Enfin, un mal absolu au sens où perte de temps, perte de neurones pour les gamins. Et donc les États-Unis au moins qui les limiter aux mineurs, quoi. Et les États-Unis qui ont fermé TikTok, vous en pensez quoi? Ils n'ont pas envie de subir la loi chinoise et je le comprends. Encore une fois, je le comprends. Est-ce que c'est une restriction de liberté? Ce sera un débat intéressant à voir, mais moi je comprends qu'un pays qui se veut fort n'ait pas à subir l'algorithme chinois. Et d'ailleurs c'est très intéressant, mais l'algorithme chinois sur TikTok n'est pas le même chez eux qu'à l'étranger. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est du contenu éducatif qui est favorisé, qui est mis en avant. Quand en Europe, c'est des danses et je sais pas quoi, des recettes de cuisine. Non, il y a de tout. Il y a des choses très sympas sur les réseaux sociaux. Ça permet à des créateurs de contenu de faire un travail formidable, d'avoir un accès à l'information qui est différent. Après, bon, si c'est pour avoir des danses et des chorégraphies. Oui, les danses et les chorégraphies, c'est pas le pire. Et les recettes de cuisine, c'est pas le pire de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est un vrai problème de santé publique. Il y a un problème d'addiction finalement. Donc qu'un pays choisisse de couper les entrées du produit qui crée l'addiction sur son territoire, honnêtement, d'un point de vue de la santé, ça pourrait même s'expliquer. Au moins limiter aux mineurs. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un sujet là-dessus. Je crois que ça a été fait pour la pornographie. En tout cas, ça a été un des chantiers de Macron de limiter l'accès à la pornographie aux mineurs. On peut très bien l'envisager pour les réseaux sociaux. Ce serait pas aberrant de dire que pour avoir TikTok, il faudrait être majeur. Je trouve pas ça. D'ailleurs, vous avez Instagram maintenant, je crois, qui a mis en place une version adolescent de son réseau où vous avez normalement des contenus filtrés et on ne doit pas pouvoir accéder à des choses pas regardables ou en tout cas pas. Je crois que c'est à chacun de se déclarer ou non adolescent. Il me semble que c'est les parents qui ouvrent le compte pour leurs ados éventuellement. Après, ça les empêche pas d'en ouvrir un à côté avec un autre nom. Hein. On avance et on va parler donc de ce casting. On finira par parler du service militaire, notamment avec Adèle. Mais avant cela, parlons du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron qui teste les premiers noms pour succéder à Laurent Fabius, Stanislas Rigaud. Oui, exactement. C'est le grand sujet en réalité. Enfin, ça va être un sujet extrêmement important pour les mois prochains. Alors, c'est pas une élection, personne ne s'y intéresse trop dans le grand public, mais rappelons-le, le Conseil constitutionnel est l'institution qui a permis, par exemple, de valider la réforme des retraites, mais qui a permis également de supprimer bon nombre de mesures dans la dernière loi immigration proposée à l'époque par Gérald Darmanin. Et en mars prochain, le 7 mars prochain, Laurent Fabius ne sera plus président du Conseil constitutionnel. Plusieurs noms circulent. On a celui de notre ami Franck Ferrand, je vais dire Franck Ferrand. Pardon, excusez-moi. Oui, pourquoi pas Franck Ferrand, excellent. Pardon, Richard Ferrand, très proche. Rien à voir. Il aime sûrement l'histoire et voilà, il n'y a pas de souci, mais ce n'est évidemment pas la même personne. Non, donc Richard Ferrand, évidemment extrêmement proche
d'Emmanuel Macron, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, et puis ça sera au tour évidemment de Gérard Larcher, d'Yael Braun-Pivet, de désigner eux aussi un membre du Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel et les nouveaux membres et son nouveau président seront là pour plusieurs années, donc potentiellement pour un nouveau gouvernement, mais surtout pour un nouveau président de la République. Et on le sait, on l'entend, et c'est ce qui est écrit évidemment dans tous les papiers à ce sujet-là, l'objectif de la Macronie derrière tout cela, c'est de mettre des garde-fous, déjà le Conseil constitutionnel en étant déjà un naturellement, mais de renforcer évidemment cette place forte du centre mou, de la social-démocratie, comme on peut le dire ou le décrire. Et il y a un énorme sujet démocratique, puisque encore une fois, personne ne sera consulté, si ce n'est une présidente de l'Assemblée nationale élue de façon un peu étrange, si ce n'est par un président du Sénat qui est là depuis 30-40 ans, mais qui en réalité ne pèse plus rien avec son parti à l'échelle nationale, et par un président de la République en disgrâce totale. Donc 3 personnages dont je ne remets pas la légitimité institutionnelle en cause, mais en tout cas dont je remets la légitimité politique en cause, vont se retrouver à désigner des membres d'un Conseil constitutionnel qui pourront avoir évidemment un pouvoir monstre, puisqu'ils auront la possibilité d'empêcher certaines lois, d'en valider d'autres, et donc potentiellement de pourrir la vie d'un prochain président de la République ou d'un prochain gouvernement. Oui, puisque Laurent Fabius en 2022 avait bien menacé Éric Zemmour, si jamais, sûr. Parce que Éric Zemmour, il faut quand même le rappeler, il y a un sondage qui le mettait au second tour, si je me souviens bien, les gens quand même avaient commencé à avoir peur, et donc Laurent Fabius, c'est là qu'il avait sorti les armes, en disant qu'il allait tout faire pour empêcher Éric Zemmour de gouverner comme il le souhaite. Mais comment Éric Zemmour peut concrètement lutter contre cet obstacle qui semble inextricable, quoi. C'est infranchissable. C'est le Conseil constitutionnel, c'est le fameux, ça participe au fameux gouvernement des juges. Oui, voilà. Comment lutter contre ça concrètement? Alors déjà, en prenant le pouvoir, on peut nommer des membres, ce qui serait déjà une chose assez incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun membre du Conseil constitutionnel qui partage 1/10 de nos idées. Ce qui serait déjà bien, c'est d'en avoir au moins des grands sages, c'est comme ça qu'on les surnomme, d'avoir 1 ou 2 grands sages, voire 3 peut-être, qui partagent des idées différentes. Ce serait un bon début. Premièrement. Après, deuxièmement, nous, on considère que le référendum est une arme, non pas pour lutter contre le Conseil constitutionnel, mais à minima pour l'éviter ou en tout cas l'empêcher de faire de la politique. Parce que le problème du Conseil constitutionnel, c'est pas son rôle initial, c'est la transformation politique qui en a été faite. Puisque justement, et vous l'avez très bien dit, tu l'as très bien dit, Laurent Fabius, c'est pas simplement le président du Conseil constitutionnel, c'est un ancien socialiste. C'est évidemment un personnage éminemment politique qui a un agenda, qui a des amis dans différents partis, qui a une idéologie, je ne lui reproche pas, mais qui l'applique à la tête du Conseil constitutionnel. Et c'est pour ça qu'il faudra suivre justement de très près qui sera à la tête de ce fameux Conseil. D'autres noms circulent, des hauts fonctionnaires inconnus du grand public, mais il faudrait à minima des personnes dont la neutralité n'est pas mise en cause. Et là, aujourd'hui, c'est évidemment pas le cas. Encore une fois, Laurent Fabius, c'est évidemment un grand ami de François Hollande, c'est évidemment une personnalité avec qui on ne partage que très peu de choses. Il a été Premier ministre il y a de ça des décennies, à l'époque plus jeune Premier ministre de la Ve République. Bon, Laurent Fabius, c'est évidemment un souci. Donc pour lutter contre cela, évidemment, il y a l'arme du référendum, il y a la nomination de nouvelles personnes, et il y a déjà le fait de le dénoncer. Et aujourd'hui, le dénoncer, c'est se retrouver à être cloué au pilori en expliquant qu'on est contre les institutions de la République, alors qu'on est contre ce qui en a été fait, ce qui n'est pas exactement la même chose. On passe à des réactions de la part de l'équipe peut-être, et sinon on passe à la suite. Allez, on passe à la suite. Le jeudi 16 janvier, Stanislas Rigaud, les sénateurs ont voté la suppression des crédits alloués au service national, au SNU. Alors, quelle est la traduction déjà de SNU? Service national universel. Oui, ça, universel. Je me réveille doucement. Un beau mot. Il faut toujours mettre universel dans les sigles, c'est fou. Donc voilà, il juge qu'il n'apporte pas une plus-value suffisante en comparaison des autres politiques d'engagement de la jeunesse. Est-ce que vous voulez déjà réagir pour commencer? Mais moi, j'ai déjà beaucoup d'interrogations sur le SNU en tant que tel. C'est-à-dire que je connais des gens qui l'ont fait et qui, globalement, ont apprécié. J'ai eu l'occasion, pendant mes vacances ces dernières années, de tomber sur des camps du SNU, ou en tout cas sur des... j'allais dire des colonies, mais c'est pas le terme, mais en tout cas des camps. Je sais pas si c'est le terme, ou c'est peut-être un peu trop militaire pour le SNU. Et globalement, je trouve ça plutôt pas mal. À savoir que c'est globalement des gamins que l'on met pendant 2 semaines, 1 mois,
Ils font du sport, ils font des activités ludiques, ils ont un uniforme qui est atroce, mais bon, à la rigueur. Et donc je trouve que c'est pas si atroce que ça. C'est vraiment de prime abord, j'avais quand même une tendance à considérer que ça serait une vraie catastrophe, grotesque, ridicule, où il ferait du cerceau. Et globalement, j'ai l'impression que ça passe. Maintenant, moi, mon interrogation, ma deuxième grande interrogation, c'est à quel point ce service national universel est justement idéologisé. C'est pareil, c'est pas le principe en tant que tel qui me dérange, c'est la façon dont il est utilisé. S'il est utilisé pour, non pas laver le cerveau des jeunes, mais pour renforcer cette idéologie woke, expliquer les bienfaits du fameux vivre ensemble, etc., là, ça me pose déjà un autre problème. Mais dans le principe même du SNU, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt intéressant. Je pense c'est un vecteur de lien social important. Je pense qu'il est important que les jeunes sortent évidemment de leur confort, ou en tout cas de leur zone d'habitude. Je trouve qu'il est important également, on parlait des réseaux sociaux, que le temps de 2 semaines, 1 mois, ils soient moins sur leur téléphone, qu'ils puissent rencontrer d'autres milieux sociaux. Je pense que c'est une arme de cohésion sociale qu'il ne faut pas négliger. Alors est-ce que ça passe par cette formule actuelle du SNU ? Je n'en sais rien. Ce serait intéressant d'avoir d'ailleurs des retours peut-être un peu plus scientifiques, ou en tout cas par des études du ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais je considère que c'est une arme en tout cas dont il faudra se servir plus tard pour former la jeunesse, pour non pas l'embrigader, mais en tout cas lui créer un socle commun. Je pense qu'il y a des choses intéressantes, ça peut paraître symbolique, ça peut paraître accessoire, mais c'est dans le symbole que l'on crée la grandeur. Et je pense qu'il faut encourager ces initiatives-là quand elles sont bien menées. Et puis là, Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux armées qui avait lieu au début de la semaine, bref, il expliquait qu'il voulait mobiliser davantage la jeunesse, mobiliser des jeunes volontaires pour renforcer les armées. Et il expliquait ça en s'interrogeant par rapport vis-à-vis de l'Ukraine. Il disait que la France, on voit des menaces s'accumuler qui vont obliger la France à devoir s'adapter. Donc il ne parlait pas clairement, et même je ne pense pas que ce soit vraiment son projet de réintégrer le service militaire à proprement parler. Mais est-ce que quand même remettre en place une forme de service militaire plus militaire en tout cas que le SNU, est-ce que ce serait une bonne idée ? Il y a la question de l'engagement de la jeunesse. Il y a la question, est-ce que c'est obligatoire ou pas ? C'est comme ça la vraie question. Il y a des initiatives qui sont lancées là depuis maintenant quelques années, quasiment une dizaine d'années. Alors on l'a en Outre-mer, c'est les SMA, donc c'est les services militaires adaptés, qui sont des super endroits où les Martiniquais, les Calédoniens, les Guyanais, les Réunionnais peuvent participer, passer le permis, être dans la cadre militaire pendant plusieurs mois, et donc être vraiment dans ce cadre qui ressemble énormément au service militaire passé, et qui est sur volontariat, donc c'est-à-dire que les gens peuvent venir... partir non parce que c'est des contrats, mais en tout cas c'est une bonne chose et ça fonctionne très bien. En France, on a expérimenté notamment à Rochefort les services militaires volontaires, où là pareil, donc comme son nom l'indique, il est volontaire. Ça suit, hein, ça percute très vite ce matin. Donc il est volontaire et pareil, c'est plutôt un succès. C'est plutôt, je crois, un succès. Les jeunes, encore une fois, se retrouvent à sortir de leur zone de confort. Ça leur permet de se mettre parfois sur le chemin du travail. Puisque certains ont passé, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais je sais que c'est des exemples qu'on m'a déjà donnés, mais 2-3 années à la fac sans globalement rien faire, et le service militaire pendant quelques mois les remet sur le droit chemin, ou en tout cas les motive de nouveau à faire quelque chose de leur vie. Donc c'est des initiatives intéressantes. Après maintenant, est-ce qu'on a les moyens de lancer un service militaire obligatoire ? Pas sûr. L'armée quand même française a quand même bien changé, elle s'est professionnalisée. Est-ce que des simples Français formés pendant X mois ont les capacités de le faire ? Est-ce que les Français en ont envie ? Parce que c'est bien aussi de dire faut l'imposer, mais bon, c'est facile de l'imposer aux autres quand ça ne nous concerne pas. Donc voilà, tous ces sujets-là, je pense qu'ils ne sont pas encore tranchés, et c'est pour cela que des formules ajustées, soit sur quelques mois, soit sur volontariat, me paraissent de bonnes choses. Et en effet, il est vrai qu'il est important de renforcer nos armées, ou en tout cas de susciter des vocations militaires. Je pense qu'on l'a vu, et pour le coup vous en avez parlé de la guerre en Ukraine, on se rend bien compte que les guerres, si elles ont évidemment changé sur tout un tas de plans, notamment évidemment dans la façon de les mener, par notamment la guerre de drones qui est en train de se mettre en place, par l'aviation qui a changé, par tous ces moyens techniques, on voit aussi que parfois il faut des armées qui sont en train de se battre pied à pied,
et qu'il faut aussi avoir un nombre numérique, une armée numérique suffisante. Oui, parce que là, je crois qu'en France, actuellement, il y a à peu près 44 et 45 000 réservistes. Et là, le projet, je crois, du gouvernement, c'est qu'en 2030, il y ait 80 000 réservistes. Donc vraiment le double. Mais concrètement, j'ai du mal à m'imaginer autant de jeunes Français avoir envie de s'engager comme ça dans la réserve. Enfin, quand Moi, on voit, ça m'étonne pas tant que ça. Il y a des sondages quand même qui sont assez effrayants. Enfin, alors après, les réponses sont peut-être choisies, mais des extraits notamment de micro-trottoirs, on demande aux jeunes est-ce que vous seriez prêts à vous engager pour la France si jamais il y avait un conflit, et la plupart répondent non, mais qu'ils soient issus de l'immigration ou non pour le coup. C'est quand même assez... Alors est-ce que d'ailleurs rétablir un service militaire strict, ça serait pas un moyen de ressusciter aussi une forme d'appartenance à sa patrie? C'est ce que j'allais vous dire. En même temps, la question, êtes-vous prêt à mourir pour la France quand globalement les gens n'aiment plus le pays, n'aiment plus ce pays? On leur explique que la guerre c'est mal, que les militaires c'est des fachos et que la guerre c'est une atrocité sans nom. Bah, évidemment, globalement, c'est compliqué d'avoir des réponses positives. Mais c'est vrai que sans l'imposer, avoir autour de soi des amis qui le font, qui en reviennent satisfaits, comme le SNU. D'ailleurs, c'est le grand argument des jeunes avec Macron. Moi, je pourrais avoir débattu plusieurs fois avec des jeunes avec Macron et ne pas avoir été spécialement hostile au SNU, mais avoir vu des militants LFI à l'inverse le vilipender. Le grand argument des jeunes avec Macron, c'est de dire mais ceux qui le font, ils trouvent ça génial et encouragent leurs amis à le faire. Donc c'est toujours pareil, c'est que ça marche par cercle vertueux. Et c'est vrai que si demain une partie de la jeunesse faisait des services militaires adaptés, volontaires ou des SNU, et qu'en revenant de leurs quelques mois là-bas, en parler à leurs proches, ça peut aussi créer des vocations, susciter l'envie. Mais c'est là où par exemple l'esthétique a son importance. En un mot, parce que je crois que c'est bientôt fini, mais pardon, je pense qu'on donne pas trop envie quand c'est des polos bleu ciel atroces ou des pulls orange. Et je pense, parce que j'ai un pull orange, c'est pour ça que je dis ça. Je vous dis, je me réveille toujours en fin d'émission, mais c'est quand il reste 1 minute. Mais oui, voilà, je pense que l'esthétique, ça a son importance. L'esthétique a son importance. Si les uniformes ont de la gueule, si ça donne envie, si on apprend des choses concrètes, si ça permet de passer le permis, si ça permet de se former physiquement, etc. Je pense que là, ça peut intéresser des gens. Voilà, il faut qu'il y ait cette envie, ce dépassement de soi qui est important et que le dépassement de soi permettra de se dépasser un jour pour le pays. Voilà. Franck, vous vouliez réagir? En 2 secondes, oui, c'est vrai, ce que j'allais dire aussi, ce que vient de dire Stanislas, mais il faut rappeler que le service national, d'ailleurs, qui l'a fait autour de la table, la personne, forcément. Ah non, le SNU, non, mais... Non, mais le vrai. le service militaire, oui, j'ai 10 jours. C'est ça. Moi, je l'ai fait. Voilà, c'était juste pour dire... Si, je l'ai fait. Oui, merci, c'est gentil. 27 ans. Oui, c'est ça, voilà, x2. Bon. Mais c'était aussi la possibilité d'apprendre un métier, des métiers pas forcément accessibles à des gens qui n'avaient pas les moyens de faire des formations, parce qu'il y a des métiers effectivement simples, il y a des métiers très techniques, très complets, et de plus en plus dans l'armée, et je pense que ça aussi c'était bien. Et puis de passer 1 an, alors c'est vrai quand on y va on traîne un peu des pieds, j'étais pas très ravi d'y aller, mais on se fait des amis, on rencontre des gens de toute situation sociale, de tout un tas de choses, et je pense que ça reste un beau souvenir. Puis ça apprend un petit peu de discipline, un petit peu de se comporter correctement. Bon, ça, voilà. On en a un peu besoin. Un petit peu besoin, voilà. Non, ça forge le caractère, et c'est vraiment... Ça fait des hommes, monsieur. Oui, exactement. Non, mais surtout à l'adolescence, quand on vit cette période où on vit un choc mental absolument violent par le fait de notre maturité, etc. Et le fait de se prendre une autorité aussi forte que l'armée, c'est très violent. Allez, rompez, c'est l'heure. Voilà, c'est l'heure. Ça mérite un sujet à part entière, cet engagement des jeunes. Merci à tous pour cette addition.